j'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder. Mon histoire est vraiment très personnelle, j'ai longtemps hésité à en parler, mais je pense que ça peut aider d'autres personnes et je me sens enfin prête à en parler. Ça risque d'être un peu long, je vais sans doute faire plusieurs parties, mais je suis obligée de détailler pour que vous compreniez bien. Ça remonte à 3 ans et demi, en 2020, l'année maudite. Donc j'étais célibataire et je me mets sur Tinder à ce moment-là. Et en sortant du premier confinement, on avait instauré un petit rituel avec mon groupe de meilleurs potes qui s'appelait le Tinder Brunch. Donc on était une majorité de célibataires à avoir installé l'application Tinder et le temps du brunch, on s'échangeait les téléphones. C'est-à-dire que moi je matchais pour ma pote et elle matchait pour moi. Et un jour, mes potes matchent pour un mec et c'est ce match qui va bouleverser toute ma vie. Et honnêtement, si j'avais été seule, je pense pas que j'aurais liké ce profil. C'était un beau mec, hein, mais c'était un peu trop la caricature du beau gosse. Ses photos, c'était une majorité de photos torse nu, en vacances. Sa bio, il y avait une phrase philosophique un peu gnangnan, et puis il avait 14 ans de plus que moi. Je pense pas que j'aurais liké. Et en rentrant chez moi, ce fameux profil commence à me parler. Super sympa, super drôle, il fait pas de faute d'orthographe et super rassurant. Il me propose assez rapidement qu'on s'appelle en visio, voilà, pour me montrer que c'est pas un faux profil. Et donc en visio, je vois que c'est bien lui, il y a toujours le film qui passe super bien, je le trouve super mignon. Et puis je me dis, je l'ai jugé un peu vite. Comme moi, on peut se faire des stéréotypes de qui je suis, se faire des idées reçues. Ben, je l'ai jugé trop vite et je vais lui donner sa chance. Et donc on décide de se voir en vrai. Et pour notre first date, il réserve dans un restaurant assez luxueux. Et il est toujours aussi galant, respectueux, rassurant. Le film passe vraiment super bien. Je passe vraiment une super bonne soirée. Et en deuxième partie de soirée, je lui propose même de l'emmener dans un endroit un peu moins gardé, un lieu un peu plus roots. C'est un bar que j'aime bien avec des groupes qui font des reprises de rock. Je voulais aussi voir s'ils pouvaient s'adapter à un cadre un peu plus simple. Donc après le cabillaud champagne, on a bu des bières au comptoir en dansant sur du rock. Le gars, il a trop le smile, il sait s'adapter, en plus il est mignon. Et là, on s'embrasse. Si j'avais su dans quelle merde je m'étais foutue. Et après, bien sûr, je débriefe avec mes copines. Et je leur dis, mais c'est incroyable, j'ai passé une soirée de fou. Limite, il est parfait, il est trop parfait. C'est bizarre. Elles me disent, ah, mais ne te prends pas la tête. Franchement, te casse pas la tête. Vis ton histoire. Et c'est ce que je fais, je me mets en couple assez rapidement avec lui. Et au début, je remarque rien d'anormal, on se fait des sorties comme tous les couples, on va au resto, on se fait des brocantes, on se fait des musées, des cinés. Je le présente même à mes potes qui le valident et qui l'apprécient. Le seul truc que j'ai pu un peu trouver bizarre, c'est qu'il avait 0 réseaux sociaux. Il me disait que voilà, il voyait pas l'intérêt, ça ne l'intéressait pas. Et bon, après, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas plus mal, c'est que, voilà, hein, il va pas chiner d'autres meufs, quoi. Et en plus, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de valeurs communes. Il me dit que la communication, la fidélité, le respect, c'est les bases du couple. Il se dit très spirituel, il pratique le reiki. Et tout ça, mis bout à bout, fait que je tombe folle amoureuse de ce mec. Et ça correspond à peu près au moment où il commence à m'arriver des choses très bizarres, autant physiquement que mentalement. Il se passe des choses bizarres. Je maigris un peu sans raison, je ressens une fatigue extrême et pas normale et je commence à faire des rêves très bizarres. Les rêves que je fais, c'est pas n'importe quel rêve, c'est des choses sordides. Je rêve que mon mec m'étouffe avec un coussin, qui m'étrangle, mais des choses, mais d'une violence. Genre, je suis mal quand je me réveille, je me sens vraiment mal et j'ai l'impression que ça s'est produit. Et plus de la moitié du temps où je dors avec lui, je fais ces rêves. Donc, je décide d'en parler à mes potes, de me confier, de dire ce que je ressens. Pour preuve, je vais vous mettre les conversations WhatsApp. Il m'arrive un truc un peu bizarre. J'arrête pas de rêver de trucs d'Olivier, mais hyper négatifs. Genre, je rêve qu'il me viole, je rêve qu'il... Là, cette nuit, j'ai encore rêvé qu'il m'insultait, il me traitait de sale pute, salope, grosse pute. C'est horrible. Et lui, bah, tu vois, quand tu te réveilles, t'as à la moitié l'impression que c'est vrai. Lui, vu qu'il est hyper sensible, il a direct senti qu'il y avait un truc, même si je laisse rien paraître, il l'a senti. Et il arrête pas de me répéter, ouais, ton ego est en train de m'éloigner, de t'éloigner de moi et tout, petit à petit. C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi je fais tous ces rêves négatifs sur lui. C'est très bizarre. Donc je suis très fatiguée, je fais tous ces cauchemars et je me dis quand même que le problème vient de moi. Je lui en parle, il me dit mais va voir une psy, je pense que c'est par rapport à tes histoires passées et je le crois. Si vous êtes encore là, ça fait déjà 5 minutes, je vais faire une partie 2.
J'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder, partie 2. Donc comme je le disais, je suis très fatiguée sans comprendre pourquoi. Je fais tous ces cauchemars sur lui qui sont horribles, où il me viole, où il me violente physiquement, il m'insulte et je comprends pas pourquoi. Et ça commence à l'agacer énormément dès que je lui en parle ou même qu'il voit que je me réveille en sursaut. Donc moi de mon côté, je fais des recherches pour trouver une bonne psy qui pourrait m'expliquer pourquoi je fais tous ces cauchemars. Un jour je suis chez lui et il se dirige vers son canapé et il prend une perle d'oreille qui était posée sur son canapé et il me la tend, il me dit tiens c'est à toi. Et je le regarde, je dis non, moi je mets pas de perles d'oreille, enfin j'ai toujours mes anneaux et je n'ai pas de perles. Et là je commence à être un peu suspicieuse, à lui dire bah, c'est bizarre, si c'est pas moi c'est qui? Il y a une fille qui est venue là et c'est pas moi. Et il commence à me dire tu doutes? Non mais attends, tu doutes vraiment de moi? Tu penses vraiment que je serais assez con pour t'apporter une perle qui serait à une potentielle maîtresse? J'arrête pas de te dire que t'es la femme de ma vie, que t'es unique, que t'es incroyable et tu doutes de moi? Et je crois même que je l'ai l'explication. Ma femme de ménage est passée cet après-midi, mais j'hallucine que tu puisses douter alors que moi je suis sincère et honnête. Regarde ce que je vais faire pour toi. Je vais même lui envoyer un texto pour lui demander et je te montrerai la conversation. Et le lendemain, il me montre la réponse de la femme de ménage qui lui dit « Ah, merci de m'avoir prévenu. Oui, en effet, j'ai bien perdu une boucle d'oreille. Merci beaucoup, j'irai la chercher la prochaine fois. » Tu vois, mon cœur, c'est juste un malentendu. T'avais pas à t'inquiéter. Je passe sur cette histoire et je décide de passer quelques jours de vacances dans ma famille en Vendée. Et je lui propose de me rejoindre, qu'on passe quelques jours en Vendée ensemble et de lui présenter ma famille. Donc c'est sérieux, je lui présente mes amis, ma famille, les gens qui comptent le plus au monde pour moi. Et lui, par contre, j'ai rencontré un ami à lui et un couple d'amis. Par contre, sa famille, il me disait, ah, ils sont un peu spéciaux, je préfère un petit peu attendre. En plus, moi, je suis super compréhensive. Je me dis, je finirai par les rencontrer, mais ça sera quand il voudra, quand il sera prêt. Donc on passe un séjour dans la maison de mon enfance, il rencontre toute ma famille. Ça se passe bien, mais ma famille, mes parents le trouvent un peu prétentieux. Ma famille, c'est des gens très ouverts d'esprit, très nature, très taquins. On passe beaucoup de temps à se charrier. Et c'est vrai que lui, il parle beaucoup de fric, il parle beaucoup d'argent. On voit que c'est quelque chose qui compte pour lui. Il est sympa, hein, le contact passe bien avec ma famille. Mais il y a ce truc où ils se disent, on voit que le paraître, l'argent, c'est quelque chose d'important pour lui, qui compte. Et c'est vrai que derrière ce côté gentil et spirituel, il y a beaucoup de paraître. Son image est très importante pour lui. Il a des montres qui valent cher, une grosse voiture, porte des vêtements de marque. Je vous détaille autant pour que vous compreniez le profil psychologique. Et pourtant, son appartement est très moyen. C'est un petit 2 pièces en banlieue. C'est pas cohérent avec tout ce qu'il montre, tous les objets qu'il possède et l'appartement dans lequel il vit. D'ailleurs, je lui demande, je lui dis, enfin, je m'en fous, moi, de où il vit. Mais je trouvais ça bizarre d'avoir une voiture aussi chère, d'avoir des montres de luxe et de vivre dans un endroit comme ça. Donc, je lui demande, je suis curieuse. Et il me dit, oui, non, mais c'est un appart de transition. Voilà, c'est quand j'étais avec mon ex, j'ai trouvé ça en attendant, mais je vais vite déménager. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis que je suis avec lui, il me fait prendre des vitamines. Vous allez halluciner quand vous allez savoir ce que c'est vraiment. Et comme je suis fatiguée, je me dis, bon, ben super, je lui fais confiance. Apparemment, ces vitamines vont être super efficaces. Il me les vante comme hyper efficaces. Il contrôle bien que je les ai bien prises, pour ma santé toujours, bien sûr. Je me rappelle qu'une fois, je l'avais laissé sur la table de chevet et voilà, j'avais fait ma vie et il m'a dit « Mais t'as pas pris ta vitamine, il faut que tu la prennes, c'est à horaire fixe. Si tu veux être moins fatiguée, il faut que tu prennes cette vitamine. » Je lui disais « Je trouve que tes vitamines, elles marchent pas très bien, enfin, je suis toujours aussi fatiguée. » Et il me disait « Mais attends Elsa, Rome c'est pas fait en un jour. Il faut du temps pour que ça fasse effet, enfin. » On rentre à Paris et là, il me refait le même coup que la boucle d'oreille en perles. Il va dans le coffre de sa voiture et il sort une veste en cuir, il me l'apporte chez moi et il me dit « Ah ben tiens, t'avais oublié ça l'autre fois. » Là, je lui dis « Par contre, cette veste, elle est pas à moi. » Et là, il me dit « Attends, tu vas me faire le même coup que la boucle d'oreille en perles? C'est ta taille, ton style, et il y a personne d'autre qui est monté dans ma voiture. À qui veux-tu que ça soit ?» Et là, je lui dis « Mais je suis pas folle, je me rappellerai si j'avais laissé une veste en cuir dans ta voiture. J'ai aucun souvenir, je suis pas folle. » Et là, il me dit « Mon cœur, je pense que t'es très fatiguée en ce moment. Essaye-la, peut-être que la mémoire va te revenir en l'essayant. » Et je l'essaye, je suis face à mon miroir. Et je commence à douter, je me dis bon, peut-être que c'est la mienne. Dans mon fort intérieur, je sais qu'elle est pas à moi, mais il arrive à me manipuler, à me dire des choses qui font que je doute de moi. Et faut pas croire, vu de l'extérieur, ça peut vous paraître évident, mais quand on le vit,
On a l'impression vraiment d'être fou et que c'est nous qui perdons la tête. Et à côté de ça, c'est quelqu'un de très séducteur, qui sait parler, qui sait rassurer, qui a toujours les bons mots, qui sait faire rire, qui sait faire preuve d'attention. Quelqu'un qui sait faire. Donc cette fameuse veste, je commence à intégrer que c'est la mienne, que j'ai dû sans doute oublier, et il me fait culpabiliser, hein. Dès que je remets en question, dès que je pose des questions, il me fait énormément culpabiliser, il me rappelle ce qu'il a fait pour moi, voilà, ce qu'il me donne, ce qu'il est, et voilà, hein, je commence à intégrer que c'est potentiellement la mienne. Elle reste quelques jours chez moi, et même si c'est très très bizarre, hein. Dans mon fond intérieur, je sais que c'est pas la mienne, mais j'intègre à moitié que c'est la mienne. Je finis quand même par la jeter, mais à ne plus leur parler de cette histoire. Si vous êtes encore là, ça fait déjà presque 6 minutes. Je suis désolée, je vais devoir faire une partie 3. J'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder, partie 3. Donc voilà, il y a tous ces objets de femmes qui me ramènent en me faisant croire qu'ils sont à moi, et il arrive à me faire croire que je perds la tête, que je deviens folle et que ce sont des objets que j'ai oubliés et qui m'appartiennent réellement. Et je continue à faire de plus en plus de cauchemars de lui horribles où il m'agresse, où il me fait des choses affreuse, tout en me disant mais que ça vient de moi, que j'ai un problème, que je deviens folle. Et je faisais pas mal de crises d'angoisse. Et lui, tout en me convainquant que le problème venait de moi, il était très rassurant, il était très gentil, très accompagnant. Mais tout de même, je découvre un côté sombre de lui, un côté qu'il ne m'avait pas montré jusqu'à ce que je tombe amoureuse, un côté où il ne supporte pas la contradiction. Je me rappelle d'une fois, on débattait sur un sujet, je sais plus quoi, mais un truc vraiment sans importance. Et d'un coup, il s'est énervé, il a levé la voix, mais pour rien, juste parce que j'étais pas d'accord avec lui. Et là, moi, par contre, je tolère pas du tout ça, je lui dis de baisser d'un ton et de plus jamais me parler comme ça. Il y a un silence, je le regarde et je lui dis, t'es bizarre. Et le t'es bizarre, il a pas supporté. Il me dit, moi je suis bizarre? Moi je suis bizarre? Le mec qui est censé partager ta vie, le mec que t'es censé aimer, après tout ce que j'ai fait pour toi, moi je suis bizarre? Déjà, je trouve que j'accepte beaucoup de choses de ta part. Toutes tes photos sur les réseaux sociaux, à qui tu parles. Moi je sais pas à qui tu parles. L'art de retourner le problème. Oui, vous le sentez, le profil de pervers narcissique, en plus d'être un psychopathe. Le traité de bizarre, ça passait pas. Le comble quand je sais ce que je vais apprendre après. Là, par contre, j'avais pas de doute, j'avais très bien compris qu'il retournait le problème et j'ai décidé de le larguer. Mais évidemment, qui est revenu avec des messages d'excuses, des grandes déclarations d'amour, des promesses. Voilà, quelques jours après, je l'ai repris, il s'est excusé, il m'a dit qu'il recommencerait plus, qu'il avait 2-3 soucis au boulot et du coup qu'il s'était emporté bêtement, mais que ça n'arriverait plus. Et voilà, c'est pour ça que je tiens autant à détailler cette histoire, que vous compreniez bien ce schéma de manipulation, cette emprise que j'ai eue, que ça s'est pas fait tout seul, qu'il y a eu des choses bien, qui ont contrebalancé avec toutes les choses horribles et qui ont fait que j'ai pensé aussi que certains problèmes venaient de moi. C'est tout un schéma, on peut penser de l'extérieur que c'est facile, qu'il suffit de partir, mais non, il y a une emprise vraiment qui se fait et qui se fait sur la durée. Et en plus, le pire, c'est que je suis quelqu'un qui a du caractère, j'ai aucun problème à être seule, je préfère être célibataire qu'être dans un couple toxique. Mais en fait, c'est très insidieux tout ça. D'abord, il m'a mis dans un cocon de confiance, ce qu'on appelle la fameuse phase lune de miel, pour ensuite pouvoir mieux me manipuler. Les semaines passent, ça se passe très bien entre nous, malgré le fait que je fais encore tous ces cauchemars. Et un jour, il me dit « Oh, j'espère que demain, il y aura pas trop de monde sur la route pour aller en Espagne. » Moi, je comprends pas trop cette phrase. Je lui dis « Mais comment ça pour aller en Espagne ?» Il me dit « Enfin, je te l'ai dit que je partais en Espagne demain. Je pars en vacances voir ma famille. Je te l'ai dit, je te l'ai répété depuis plusieurs semaines d'ailleurs. » Et encore une fois, il réussit à me faire douter de moi. Et je commence à me dire « Ah, peut-être qu'il m'en a parlé, mais je m'en rappelle vraiment pas. C'est trop bizarre. » Donc, il part une semaine voir sa famille en Espagne. Et moi, pendant cette semaine, j'ai l'anniversaire surprise d'une amie à moi. Je me rends à cet anniversaire surprise en pensant que je vais passer une soirée très classique. Que nenni! À cette soirée d'anniversaire, je connais environ la moitié des invités, l'autre partie, je les connais pas. Et là, il y a une fille qui passe la porte, qui arrive un peu en retard, une blonde, petite, tatouée.
et j'ai un flash, il y a un truc qui me prend dans les tripes et c'est vraiment inexplicable, irrationnel. Je connais pas cette personne, je ne sais même pas son prénom, mais je sens qu'il faut que j'aille la voir et que grâce à elle, je vais comprendre pourquoi je fais tous ces cauchemars. Et c'est ce que je fais au risque de passer pour une folle, mon instinct est plus fort que tout. Je vais la voir, je lui dis excuse-moi, ça va te paraître bizarre, je lui montre la photo de mon mec et je lui demande si elle le connaît. Et là, elle change de tête, elle est très surprise et elle me demande mais c'est qui pour toi ce mec? Je lui dis c'est mon mec, ça fait un certain temps qu'on est ensemble. Et elle me dit va chercher tes copines, je vais te dire un truc, tu vas avoir besoin d'être entourée. Et là bien sûr je sens que je vais apprendre un truc horrible mais que j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Je vais chercher mes copines et elle commence à m'expliquer. Elle m'explique qu'elle est échangiste, qu'elle l'assume complètement et qu'elle a couché avec il y a 1 mois, mais si c'était que ça. Donc bon, je comprends que j'ai été trompée. Elle me dit qu'elle l'a rencontré sur un site échangiste et que sur ce site échangiste, il y a comme des avis, un peu comme le TripAdvisor du cul. Il y a des avis avec la date et avec un commentaire, comment c'était, comment la personne était membrée, des avis, des recommandations. C'est vraiment comme TripAdvisor. En fait, c'est un mélange entre TripAdvisor et Tinder. Et donc, elle me montre son profil sur son téléphone. Et sur son profil, à lui, bien sûr, même s'il a coupé sa tête, je reconnais sa salle de bain, je reconnais son corps. Et sur son profil, il y a exactement la même phrase d'accroche, la même phrase philosophique que je trouvais gnangnan qui se trouvait sur son Tinder. Elle se retrouve sur ce site échangiste. Le physique attire, mais c'est l'esprit qui retient. Aucune forteresse n'est imprenable, il n'y a que de mauvais assaillants. Et si je vous dis qu'il est médaille d'or sur ce site, c'est-à-dire que depuis qu'on est ensemble, il y a entre 50 et 100 commentaires de nana. C'est-à-dire que il a couché avec entre 50 et 100 commentaires. Il y en avait tellement que j'arrivais pas à quantifier. Je vais vous mettre quelques-uns de ces fameux commentaires parmi les dizaines et les dizaines que j'ai dû un peu censurer pour la sensibilité de TikTok. Libre à vous de faire pause et de les lire. Juste imaginez que vous lisez ça sur la personne avec qui vous êtes en couple. Il prenait des RTT entre midi et 2, même après une soirée qu'on est passée ensemble. Il ne pensait qu'à ça. Je découvre en fait que j'étais avec un malade sexuel. J'arrive même à recouper avec les dates et les avis que la veille de rencontrer ma famille, donc quelques heures avant, il a fait une partouze. J'ai même découvert qu'il avait aussi des relations homosexuelles. Non mais là je rigole avec le recul, mais c'était pas drôle. Hein. J'ai pas ri sur le coup. En fait, il couchait avec tout ce qui avait un cœur qui bat, quoi. Dans ses pulsions, il avait aucun critère d'âge, physique, de sexe, aucun critère. Donc je suis à cette soirée d'anniversaire en train de lire tous les commentaires et de découvrir en fait que je fréquente un monstre, de découvrir un visage que je ne connais pas, que j'ai aimé une ordure et ça me dégoûte, je suis en pleurs, j'arrête pas de pleurer et de vomir tellement que je suis écœurée, autant de l'imaginer physiquement qu'il ait pu me toucher, ça m'écœure. Je me sens extrêmement salie et je comprends qu'il m'a choisi en numéro 1 parce que ça faisait bien, lui qui est toujours dans l'image, ça faisait bien, ça me mettait en valeur. Et puis en plus, ça se dégénérait, je me suis confiée, je lui ai dit mes secrets, mes failles, il sait tout de moi. Et le pire, c'est que le gars me faisait des grands discours sur la confiance, la fidélité, ça lui arrivait même d'être jaloux. En fait, c'est plus que la tromperie, c'est d'imaginer qu'il ait eu toute cette vie parallèle, que ça soit vraiment un manipulateur extrême et qu'il ait un vrai problème, une vraie maladie mentale. Le fait que j'ai donné ma confiance, que j'ai lâché prise, que je lui ai confié énormément de choses. Enfin, franchement, c'est horrible, surtout quand t'as eu des sentiments, quand t'as été amoureux profondément et que t'as été sincère. Je sais même pas comment il faisait pour gérer son emploi du temps, à force, il devait même plus savoir dans qui il était. Et là, c'est pas juste un mec qui trompe, c'est un mec qui part en chasse, qui a un vrai problème. Donc, voir que la personne avec qui t'étais a ce visage-là, je sais pas si vous imaginez, c'est un choc. Je commence évidemment à penser à tous les risques qu'il a pu me faire prendre aussi. Et elle, en plus de ça, elle m'explique qu'il la harcèle, comme elle souhaitait pas le revoir, il la harcèle de messages. Moi qui milite contre ça, découvrir que le mec avec qui t'es harcèle des meufs, mais l'enfer. Et là, vous devez vous dire qu'il y a que ça, que c'est déjà pas mal. Si seulement c'était que ça. Ça fait déjà plus de 8 minutes, je vais devoir faire une partie 4. J'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder, partie 4.
Donc je découvre par hasard à cette soirée d'anniversaire que le mec que j'aime est inscrit sur tous les sites échangistes, qu'il m'a trompé avec entre 50 et 100 nanas, et encore c'est celle que je peux quantifier sur ce site. Et heureusement qu'on se protégeait, hein. Moi je suis très très à cheval sur ça, parce qu'en plus de toute sa folie sexuelle, ses tromperies multiples, il aurait pu mettre en danger ma santé. Je découvre que c'est un malade sexuel qui harcèle des femmes en plus de ça. Je réalise que notre histoire c'est que du fake, que j'ai été manipulée de A à Z. Je comprends que tous les cauchemars que je fais sur lui, où il m'agresse, où il me fait des choses horribles, c'est mon subconscient qui m'avertissait d'un danger. Et il a eu raison, il faut s'écouter comme quoi. Et il faut aussi écouter son instinct, parce que là, ça peut paraître complètement fou, hein, je sais, mais c'est ce qui m'a sauvée. D'ailleurs, la solidarité féminine m'a été bien utile et je tiens à le souligner parce que elle aurait pu ne rien me dire après tout. Elle ne me devait rien, elle ne me connaissait même pas. Avec mon groupe de copines, on le rebaptise diarrhée acide. Je trouve que ça lui va très bien parce que c'est vraiment un truc dégueulasse. Donc je le renomme là sur le répertoire. Je change sa photo et je mets une photo d'anus. Je quitte la soirée et je décide de ne rien dire pour le moment à diarrhée acide. Je fais comme si de rien n'était. Rappelez-vous, il est en voyage en Espagne dans sa famille. Enfin, il est plutôt dans des Espagnols. Et là, c'est dingue ce que l'esprit peut faire parce que, bon, je suis encore choquée et triste, je suis pas bien, mais j'ai plus aucun sentiment en fait. Les sentiments ont été remplacés par du dégoût. Mais je suis aussi très en colère. Alors je décide d'attendre son retour d'Espagne ou je ne sais où. Il revient dans 2 jours et j'ai très envie en fait de le voir face à face et de me mettre en mode comédienne et de le voir me mentir. De le voir me mentir droit dans les yeux et maintenant que j'ai toutes les cartes en main, de pouvoir moi le manipuler. Et pendant ces 2 jours, avant la fameuse confrontation, je ne fais que mentir. Mais je raconte n'importe quoi. Alors là, mais je me fais plaisir. Je dis que mon frère, s'est rendu compte que c'était une femme, qu'il allait changer de sexe. Je lui dis que TF1 m'a recrutée pour devenir la présentatrice phare et que je vais quitter mon travail. Je lui dis que j'ai vu un caniche rose. Je lui fais croire que j'ai gagné un jeu à gratter. Et en plus, lui, vu qu'il pense beaucoup au fric, ça l'intéresse beaucoup. Je raconte n'importe quoi et je me fais plaisir, hein. Je demande à mes potes, vas-y, trouvez-moi des mythos. Mitonner un mytho, oh, quel kiff. Et diarrhée acide, ce con, il gobe tout. Arrive le jour de son retour, je réserve le midi dans le restaurant où on a fait notre première date. Si ça n'a pas une signification de ouf ça. Donc on se donne rendez-vous dans ce restaurant et là je me mets en mode comédienne. Diarrhée acide déboule dans le restaurant juste après moi. Et là, je le vois, mais il me dégoûte, il m'écœure, je le trouve dégueulasse. Limite, je le trouve plus beau. Vraiment, ça me donne envie de vomir rien que de voir sa tête. Et là, je commence à rentrer dans mon rôle de comédienne. Je lui dis, ça me fait plaisir de te voir, mon chéri. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as manqué. Mais je suis un peu éprouvée, je viens d'apprendre un truc affreux. Là, je commence à lui dire qu'il y a eu une tromperie dans un couple d'amis à moi et que voilà, il vient de l'apprendre, qu'il est extrêmement choqué, qu'il a fouillé dans son téléphone et c'est horrible et je lui demande son avis. Et le gars, franchement, je sais pas comment il fait pour se regarder dans un miroir, c'est hallucinant, vous allez halluciner. Il me dit, ouais, c'est horrible, franchement, c'est choquant, inadmissible, mais moi, mais jamais de ma vie je te ferai ça. Si je te fais ça, mes 2 parents, ils meurent décapités. Jurer sur ses propres parents, vous imaginez le karma de gros caca qui se trimballe? Bref, à un moment, ça m'a saoulé de jouer, d'avoir sa grosse tête en face de moi, et je lui dis tout. Je lui fais, tu sais mon chéri, enfin plutôt diarrhée acide, je suis au courant de tout. Je suis au courant pour toutes les filles, pour tous les sites et pour toutes les choses dégueulasses que tu fais à l'extérieur. Je sais tout. Alors là, diarrhée acide, il commence à parler en chinois. Tu sais tout de quoi? Et je lui donne le nom des filles, le nom des sites. Et oui, ça c'est... Mais c'était avant toi, tout ça. Je fais, non, c'est pas vrai. J'ai parlé avec elle, j'ai vu les dates, c'est faux. C'est pas vrai, tu me mens. Et donc il commence à avouer à moitié. Et après, hop, il me remito en me disant mais non, je t'assure que c'était avant toi. Je me demande aussi si je dois m'inquiéter, s'il s'est protégé parce qu'il m'a fait prendre des risques. Et il continue à nier, à mentir, à répondre à côté, lâche et égoïste jusqu'au bout. Et là, j'ai compris que je pouvais rien en tirer de cette grosse merde. Et je pars dans un monologue pour lui expliquer à quel point c'est une merde. Donc je lui explique que c'est un malade sexuel, qu'il a des gros problèmes psychologiques. Je lui explique bien que moi j'aurais aucun problème à refaire ma vie, que je suis jeune, je suis jolie, je suis équilibrée, je suis intelligente. Ouais,
Ça fait du bien un petit peu de regonfler son ego après avoir été traitée comme une folle par ce malade. Et que lui, c'est juste un raté de 42 ans qui ne sait même pas qui il est lui-même et qui sera malheureux toute sa vie. Et là, j'ai en face de moi la petite merde qu'il est. L'homme devient un petit garçon, il baisse la tête et il acquiesce sagement, oui, oui. Et une fois que j'ai décidé que j'en avais terminé, je me lève, je le gifle, telle une queen, et je me barre. Et en sortant de ce déjeuner, je reçois un message de sa part. Je vais vous le mettre, je vous laisserai le mettre sur pause si vous voulez lire en entier, qui se fait toujours et encore passer pour une victime. Et je finis par le bloquer. Et cette même journée, sur Insta, je reçois un autre message qui va encore bouleverser beaucoup de choses. À la demande de cette personne et afin de la protéger, je ne donnerai aucune information sur elle pour qu'elle conserve son anonymat. Cette personne a suffisamment souffert, cette histoire est grave mais n'implique que moi. Je relate des faits réels et je ne souhaite aucunement qu'il y ait davantage de souffrance qu'il n'y en a eu déjà. Je remercie encore cette personne d'avoir été là. Elle me dit qu'elle sait tout de son vrai visage et elle me propose qu'on s'appelle. Elle me dit qu'elle a des révélations importantes à me faire. Et juste avant qu'on s'appelle, elle me laisse sur cette phrase par message: cette pourriture t'a au moins dit pour sa maladie? Ça fait déjà presque 7 minutes, je suis désolée, mais je vais devoir faire une partie 5. J'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder, partie 5. Je préfère prévenir, attention, cette vidéo va traiter de sujets très difficiles. Elle me confirme tout ce que je sais déjà, à savoir que c'est un psychopathe dangereux, un menteur, un manipulateur, un malade sexuel. Elle me propose qu'on s'appelle et juste avant l'appel, elle me sort cette phrase: cette pourriture t'a au moins dit pour sa maladie? Et là, je commence à comprendre et avoir très très peur de ce qu'elle va m'annoncer. Et là, on s'appelle, j'entends que sa voix derrière le téléphone est très émue. Il y a des moments comme ça dans la vie, comme cet appel, qui reste figé dans le temps, où tu te rappelles de chaque détail. Je me rappelle que j'étais dans le métro, je me rappelle que j'étais à la station Miroménil, je me rappelle qu'en face de moi, il y avait un mec avec un impair beige à carreaux. Je me rappelle de tout. Et même si j'ai deviné de quelle maladie il s'agissait, elle m'a dit que c'était une maladie très grave. Elle veut pas me le dire tout de suite, elle sait que ça va me détruire encore plus. Et elle veut pas me dire le mot, et moi j'attends qu'elle me le dise, qu'elle dise la maladie. Et elle finit par me dire: oui, je suis désolée ma belle, il est séropositif. Et là, tu t'en fous des autres, tu t'en fous de la honte. J'ai un cri qui vient du plus profond de mes entrailles. Je m'en fous qu'on m'entende, je m'en fous qu'on me prenne pour une folle. Je suis mais si mal. Je pleure avec elle pendant de très longues minutes. Les minutes passent, toutes les deux, on pleure un petit peu moins. On a encore la voix qui tremble beaucoup. On a des vagues de sanglots qui arrivent. Mais on arrive à se parler. Donc moi, je lui explique que je me suis toujours protégée, que j'ai même fait des tests pendant la relation et que tout allait bien. Et là, je réalise, pour moi, c'est évident quand tu te mets en couple et que ça fait un certain temps, chacun des partenaires doit faire ses tests. Ça coule de source que tu dois être honnête avec ton conjoint sur ton état de santé et lui montrer une preuve. Et donc environ aux 3/4 de la relation, j'avais fait un dépistage complet qui prouvait que tout allait bien et j'attendais un retour. Et je me rappelle évidemment qu'il me trouvait tout un tas d'excuses, de mensonges pour ne pas le faire, qui me disait: oui, je vais le faire, mais tu sais, j'ai la phobie des aiguilles, ou le labo où j'ai l'habitude d'aller est fermé. Ou je ne sais quoi, il m'inventait toujours des excuses. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si votre partenaire repousse ou refuse carrément de faire ses tests, quittez-le ou quittez-la. Et je sais qu'avec la trithérapie, la charge virale est indétectable. C'est-à-dire que tu peux avoir des rapports avec quelqu'un qui a le VIH, s'il prend bien son traitement, il n'y a aucun souci, tu ne risques pas d'être contaminé. Sauf que là, je suis en face d'une personne qui est complètement dingue, je suis en face d'un fou, je ne sais pas s'il prend correctement son traitement. Et à ce moment-là, je suis très angoissée, j'ai très très peur, j'ai l'impression que c'est la fin de ma vie. Je regarde les rails du métro et je suis très tentée. Là, elle me pose une question très bizarre. Elle me demande s'il me faisait prendre des médicaments. Je comprends pas tout de suite et après, je réalise les vitamines. Il me faisait prendre des vitamines. Elle me demande de décrire le flacon, donc c'était un flacon bleu et orange, et de décrire les cachets, c'était des cachets allongés, beige, blanc cassé. Et donc elle m'explique que le flacon c'était bien un contenant à vitamines, mais que les cachets à l'intérieur ont été remplacés
Ils ont été remplacés par la PrEP. Et donc j'apprends ce qu'est la PrEP. Donc la PrEP, c'est un médicament antiviral qui empêche d'attraper le VIH. Mais c'est pas à mélanger avec n'importe quel médicament et ça a aussi des effets secondaires. La fatigue, la grande fatigue, les maux de tête, plein de choses que je m'expliquais pas. Et là, tout s'éclaire, je comprends pourquoi j'avais tous ces symptômes, tout devient net. Je prends rendez-vous en urgence avec ma gynéco, j'insiste beaucoup, donc j'arrive à avoir un rendez-vous très très vite. Quand je lui raconte l'histoire, elle est complètement choquée. Il faut savoir que pour avoir un test viable et fiable de sérologie, il faut attendre 6 semaines entre le rapport à risque et le test. Je suis dans son cabinet en larmes. Il en aura fait couler des larmes de malheur, cette ordure. Et même si elle est choquée, elle se veut rassurante. Elle me dit que j'ai fait mes tests il n'y a pas si longtemps que ça et que ça allait. Donc normalement, ça devrait aller. Et elle rajoute que le préservatif m'a sauvée. Donc ça, quand je vois la majorité des jeunes, enfin de plus en plus de jeunes qui ne se protègent pas, mais avec mon histoire, mais protégez-vous, c'est la meilleure prévention. Et donc elle me dit, on va faire tous les tests possibles qui existent et on en refera certains dans un mois. Je me rappelle qu'il y avait même des tests qui étaient envoyés à l'étranger, il fallait des semaines pour que je les reçoive. Je vais arrêter le suspense et vous rassurer tout de suite, je suis en parfaite santé, tout va bien, tous les tests ont été ok, je les ai refaits 1000 fois, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où je suis retournée, où j'ai eu des paniques en me disant oh, ça se trouve, ils ont raté, ça n'a pas été bon. Ça a duré, hein, le temps que je réalise que j'ai été sauvée et grâce au préservatif, en partie oui. Donc s'il vous plaît, par pitié, que mon témoignage serve au moins à quelque chose. Protégez-vous, s'il vous plaît, c'est super important, ça peut vous sauver. Cette histoire, ça a beaucoup impacté, choqué, traumatisé mon entourage. Je me rappelle quand je l'ai annoncé à ma mère, elle était à vélo, je le savais pas, et elle est tombée de vélo tellement qu'elle était choquée. Et à côté de tout ça, ça me paraît dérisoire, mais j'apprends qu'il m'a menti sur toute sa vie, hein, évidemment. Qu'il a menti sur ses origines, sur la provenance de son argent. Qu'il avait évidemment plusieurs téléphones. Et en fait, quand il m'emmenait des objets qui n'étaient pas à moi, en me faisant croire qu'ils étaient à moi, c'était bien sûr des objets à ses maîtresses. Et ce qui l'excitait, c'était de tenter le danger, de tester, de voir comment j'allais réagir et si j'allais croire en ces mythos. Ça l'excitait énormément. De tester sa manipulation sur moi, de tester mon emprise, c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup, qui l'amusait énormément. Jouer avec le feu et répandre le malheur sur les autres dans sa petite vie merdique. Ça fait déjà 7 minutes, je vais devoir faire une partie 6 où je vous parlerai de ma reconstruction et également des autres rebondissements grâce à mon instinct incroyable. J'ai été en couple avec un psychopathe que j'ai rencontré sur Tinder, partie 6. Et je suis sûre que beaucoup vont me dire pourquoi t'as pas porté plainte? Parce que oui, c'est un menteur, un manipulateur, un psychopathe dangereux, mais c'est avant tout de l'éthique. Les choses qu'on pourrait lui reprocher, c'est de m'avoir fait ingérer des médicaments sans que j'aie la connaissance de ce que c'est. C'est une personne profondément mauvaise et manipulatrice qui, à travers ses jeux pervers, peut amener ces personnes à faire des choses irrémédiables. Et même si c'est un monstre qui a dû faire plonger beaucoup de femmes dans de grandes détresses psychologiques, je pense que c'est assez compliqué à prouver. Et voilà, se débattre avec la justice, je sais ce que c'est. Il y a 10 ans, j'ai porté plainte pour agression sexuelle contre mon docteur. Il y avait plein de preuves. L'instruction a été très longue, ça a été très dur pour moi. On a remis en doute ma parole. J'ai vraiment énormément souffert de l'instruction en elle-même et ça a terminé en non-lieu. Et ce docteur exerce toujours et je le vois même à la télé et sur TikTok dénoncer les mauvais comportements de ses confrères. Ah, la justice, mais c'est une autre histoire. Et le plus horrible, c'est que je lui avais raconté, je m'étais confiée à lui sur mon histoire avec ce docteur. Il savait très bien ce que j'avais vécu, mais il en avait rien à faire. Donc je vous avoue qu'avec mon histoire de vie, je suis comme un tout petit peu dégoûtée de la justice. Mais bon, après, j'encouragerais à quiconque qui doit déposer plainte de le faire. Il faut le faire, c'est important de le faire. Et je sais que d'autres personnes ont eu le droit à la justice et je suis très contente pour eux. Mais là, je m'égare. En fait, j'avais juste envie de plus jamais le revoir de ma vie et de me reconstruire. Après ça, j'ai développé des traumas qui se manifestaient surtout par les sons. C'est-à-dire quand j'entendais un bruit de moteur de voiture qui ressemblait au sien,
bah, ça me ramenait à lui. J'étais comme tétanisée, j'étais toute tremblante. Et ça me faisait pareil avec le bruit de billes qui s'entrechoquent. Et étonnamment, c'est un son que j'entendais assez souvent, je m'en suis rendu compte. Et j'ai compris pourquoi ça me faisait ce trauma. C'est qu'il avait des bracelets en perles, des bracelets de protection, oui, de la tourmaline et de l'œil de tigre. Car il faut bien se protéger quand on est spirituel, comme lui surtout. Et dès qu'il bougeait le poignet, il y avait ce bruit de billes. Donc ces bruits, je les avais assimilés à du danger et à ce trauma, et j'ai fait de l'hypnose pour aller mieux. Il y a aussi tout ce qui est la question du sommeil. Pendant très longtemps, je me suis réveillée en sursaut en pensant qu'il était dans la pièce, assez régulièrement. Et même encore maintenant, hein, je dors avec une veilleuse, j'ai peur du noir, je suis pas à l'aise dans le noir du tout. Mais il y a eu des rebondissements quelques semaines après que je découvre le vrai visage de Diarrhée Acide. Un dimanche, je suis chez moi et j'ai un étrange pressentiment, une étrange sensation qui m'envahit tout le corps. Et je sens qu'il faut que je regarde par ma fenêtre. C'est ce que je fais. Et je vois Diarrhée Acide qui marche dans ma rue, alors que c'est absolument pas son quartier. J'ai une sensation d'angoisse qui m'envahit tout le corps et j'envoie un message. Elle m'explique que c'est une habitude qui s'est prise, donc dès qu'il a du temps à perdre, surtout le week-end, il fait le tour de ses numéros 1. Et voilà, c'est un kiff de repasser devant les habitations des femmes avec qui il a joué. C'est un truc qui lui plaît. Un jour, même chose, je suis modèle pour une école de formation en maquillage. Donc il y a d'autres modèles comme moi, il y a des élèves et il y a la formatrice. Et la formatrice, j'ai exactement le même flash que sur la fille de la soirée. Je sais, ça paraît complètement fou, mes copines m'appellent la sorcière maintenant. Et donc j'ai ce même instinct que je ressens très très fort avec la formatrice. Je sens qu'il faut que j'aille lui parler, qu'il faut que je lui montre la photo du Diarrhée Acide. Et je sens qu'elle a un lien avec. Donc la formatrice fait son cours, tout le monde l'écoute. Et j'arrive pas à attendre, je peux pas attendre la fin du cours. J'ai tellement un instinct fort que j'arrive à trouver un moment pour lui montrer la photo. Et là, le choc, elle le connaît. Elle est sortie avec grâce à Tinder. Mais elle n'est pas au courant de toute l'histoire. Alors là, je lui explique, je lui raconte. Elle est choquée, elle sort de la salle de cours pour respirer et reprendre ses esprits. Elle le raconte à ses collègues et elle me remercie de l'avoir prévenu. Le cours après, il était plus du tout studieux. On n'a fait que en parler avec les autres modèles et les élèves. Voilà, on pouvait pas s'en remettre. Il fallait qu'on en parle. Donc voilà, je leur ai raconté mon histoire. J'ai fait de la prévention. Et voilà, je leur ai dit de faire attention. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait vu Diarrhée Acide sur Tinder. C'est pas faute de l'avoir signalé, cette ordure. Faites attention, cette pourriture est en chasse. On est 3 ans et demi post-Diarrhée Acide, et mes amours, ça en est où? Eh bien, je me suis reconstruite, et depuis 2 ans, je suis en couple avec un homme incroyable qui me respecte, qui est vraiment exceptionnel et qui connaît mon histoire, quelqu'un qui ne me juge pas, et c'est pas quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en vrai, que je connais depuis des années, que j'ai même vu en couple auparavant. J'ai vu comment il se comportait dans ses relations, qu'il était sérieux, je connais son entourage, de toute façon on a les mêmes potes, hein, comme ça limite. Mais c'est vrai que de connaître l'entourage d'une personne, de connaître sa vie et de savoir qui elle est, ça rassure énormément parce que sur un site de rencontre, comme ça a été le cas dans mon histoire, la personne peut vous dire n'importe quoi, elle peut se prétendre être n'importe qui, vous êtes obligé de la croire. Après, je dis pas, hein, il y a de très belles histoires qui se forment sur des sites de rencontres, il y a même des gens qui se marient, mon frère, il est avec sa copine grâce à un site de rencontre. Je dis juste qu'il faut faire un peu plus attention. Voilà, qu'il faut un petit peu plus être en vigilance sur les sites de rencontres. Et oui, en vrai, on peut plus déceler les mythos, tandis que sur les sites, on peut être n'importe qui, vraiment. Mon histoire montre qu'on peut vivre des choses affreuses et qu'on peut remonter la pente et s'en remettre. Qu'il y a des personnes absolument horribles et agerbées, mais qu'il y a aussi des personnes exceptionnelles. Même quand on se dit que ça va plus jamais être possible, on peut retomber amoureux. Et être en couple, c'est être une équipe, se sentir libre, mais épaulé. Qu'il faut pas croire automatiquement tout ce que les personnes vous disent, même si elles peuvent être très convaincantes. Seuls les actes comptent. Que la solidarité féminine existe bel et bien, j'en suis le parfait exemple. Faites confiance à votre instinct. Depuis que j'écoute mon instinct, ça m'a sauvée et ça m'a ouvert des portes. Ça aide énormément de s'écouter. J'ai pas mal développé ça d'ailleurs par la suite. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Faites attention à vous et surtout protégez-vous. Ça peut vous sauver.